on peut enchaîner en reconduisant à quelque chose de très concret et très actuel, c'est la question du droit à l'oubli. Donc la question finalement de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, naviguer à travers les différentes versions de nous-mêmes, au moins de nous-mêmes qui se manifestent par exemple dans les résultats d'un moteur de recherche, et d'introduire un élément de choix ou même un élément de consentement. Donc finalement la question du versionnage de soi, ou alors effectivement des différentes sauvegardes de notre identité en ligne, nous reconduit à la question du départ. C'est-à-dire que d'une part, il y a une base de données dans laquelle nos informations sont stockées, et en plus, différentes sauvegardes de nos informations sont stockées, et nous avons actuellement, ou nous commençons au moins à avoir quelques outils, même d'un point de vue légal, pour pouvoir, par exemple, négocier avec ces plateformes et avec ces bases de données, et quelle version on garde. Est-ce qu'on garde de moi, par exemple, c'était le cas qui a décidé finalement d'un point de vue légal l'introduction en Europe de cette approximation du droit à l'oubli qu'on a introduit avec la décision de Google contre un usager espagnol. C'est un usager espagnol qui avait dans sa vie un événement, c'est-à-dire il avait fait faillite, et tout ça était marqué dans pratiquement toutes les recherches internet qui concernaient son nom. Et donc lui, pour pouvoir continuer à avoir une vie et une activité commerciale, à un certain moment a dit je ne peux pas être réduit exclusivement au moment où j'ai échoué d'un point de vue du business. Et j'ai besoin même de pouvoir éventuellement effacer cette information, ou du moins la déréférencer, la faire descendre dans le référencement de Google, pour ensuite proposer d'autres versions de moi, d'autres sauvegardes de moi. Donc ça, c'est une autre manière de revoir, même d'un point de vue, on l'admet un peu plus chiant, mais un peu plus concret, ce qu'on vient de dire. Alors j'aimerais faire un petit pas de côté tout en restant dans l'environnement numérique. C'est là finalement on a beaucoup envisagé la chose dans une relation qui est quasiment une relation, comment dire, uniquement verticale de l'environnement numérique tel qu'il est défini par différents fournisseurs de services et de ce qu'il conserve de nous, et les interactions qu'on peut avoir. Si on se situe à un niveau un peu plus horizontal, pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le regard, l'effet de regard en retour qui peut s'établir dans un centre de relations, que dire de l'environnement numérique en tant que tel qu'il est conçu, et je pense là en particulier aux réseaux sociaux et au système d'anonymat, de pseudonymat qui fait que d'une part on cherche à se forger une identité, mais par ailleurs les autres projettent sur vous un centre d'éléments d'identité. Que dire de cette situation finalement de situation de foule permanente et de la pression des pairs qui peut en découler, pas seulement sur les esprits fragiles des adolescents soumis à des pressions numériques, même si ça en fait partie, mais d'une manière générale, ce que ça dit, ce que ça change à la construction de l'identité pour chacun d'entre nous, de se trouver dans cet environnement-là. Alors moi je dirais que la question là que vous posez est une question qui nous oblige un peu à revoir nos socialités sur Internet, même d'un point de vue historique, parce que quand même ça fait longtemps, ça fait plusieurs décennies qu'on cherche à vivre ensemble sur Internet ou avec Internet, donc bien avant Facebook et d'autres médias sociaux, on avait quand même des communautés de partage, d'échange, de conversation. C'était les vieux chats sur Internet, c'était les moods ou les autres mondes immersifs qui étaient plutôt basés sur une logique de petite communauté ou petit noyau social. Et d'un certain point de vue, malgré l'insistance actuelle, même les alarmes dans la presse, dans le débat public sur l'idée qu'on serait entouré sur les nouvelles plateformes sociales, donc justement les Facebook et compagnie, par une foule de personnes, ça c'est le sociologue que je suis, continue de voir des petits groupes. Et si on regarde effectivement comment notre socialité est organisée sur un média comme Snapchat, comme WhatsApp, on cherche à s'organiser des listes d'amis. Ces listes d'amis ne sont pas des foules, peuvent être nombreux, certes, mais je vous rassure, du point de vue statistique, on ne dépasse pas les quelques centaines de contacts. Et ces contacts, si on regarde bien les personnes avec lesquelles on échange, ne dépassent jamais, si on parle vraiment des contacts directs, les quelques dizaines, voire
avoir maximum 148, 150 personnes. C'est le célèbre nombre de Dunbar. C'est le nombre qu'un anthropologue, Robin Dunbar, a mesuré pour décrire en gros la taille moyenne des personnes qu'on arrive à remettre, dont on se rappelle. Donc cette foule n'est pas une foule. Cette foule est un comité, certes, parfois c'est pas mal de personnes, mais c'est des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, partagent avec nous certains traits, certaines proximités. Parfois c'est une proximité locale, il y a énormément de contacts qui se font sur le plan local. L'idée selon laquelle sur Internet on dialogue avec des gens qui sont aux antipodes, non, c'est pas ça. Si on regarde vraiment les contacts, et les contacts, encore une fois, d'un point de vue statistique, on les fait surtout avec des personnes qu'on croise au quotidien, avec lesquelles on, et de plus en plus désormais avec, par exemple, certains choix de design des plateformes avec ce qu'on appelle des liens forts. Donc ces liens forts, parce qu'ils sont forts, exercent sur nous une pression sociale d'un certain type. Les adolescents qui se font harceler, ils ne se font pas complètement harceler par des inconnus, totalement inconnus. Ils se font harceler par des personnes qui ont un certain type de proximité avec eux, ou des points en commun, ou parfois des gens qu'ils connaissent. C'est des gens qui sont par exemple dans la même école, ou qui sont dans la même ville, ou qui sont dans le même milieu. Par exemple, ça peut être un milieu au sens d'une culture ou une subculture, par exemple le fait de partager un certain intérêt. Bref, il y a des points en commun et il y a toujours des petites communautés qui, autour de nous, peuvent être effectivement aussi vecteurs ou vectrices, les communautés, d'agression. Et c'est parce que, tout simplement, la communauté n'est pas toujours une communauté idéale. Parfois, elle tourne mal. Non, ce qui me préoccupe aussi, c'est le problème de l'identité au travail. C'est un sujet qui est assez passionnant parce qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure que la société évolue, la prise en main des gens qui sont dans une société est de plus en plus intense. Moi, je me souviens, j'ai été visiteur médical il y a très longtemps et finalement, c'était la liberté intégrale. On allait voir les médecins qui vous invitaient chez eux, c'était un bonheur très sympathique. On leur vendait des produits dont on ne savait pas exactement ce que c'était, mais que le laboratoire vous assurait que c'était parfait. Et puis petit à petit, j'ai vu une pression considérable parce que finalement, cette personnalité qu'on développait auprès des médecins, donc il y avait une espèce de cordialité, de sensualité dans les rapports, a été complètement remplacée par une espèce de système d'obligation de rapport. C'est-à-dire que non plus il s'agissait de séduire, il s'agissait de rapporter quelque chose. Et donc votre identité devenait de moins en moins importante par rapport au médecin, et le médecin lui-même devenait un interlocuteur qui n'existait plus. Et je crois que là, il y a une différence fondamentale, c'est une expérience que je connais donc dans ce domaine-là, mais que ça soit dans des usines diverses, on se rend compte qu'on utilise beaucoup les informations sur les individus pour accélérer les processus de rendement. Et je crois par exemple que avec le nouveau impôt à la source, avec donc les patrons qui vont d'ailleurs verser les impôts pour leurs employés, il va y avoir déjà une prise en main qui est nécessaire, enfin qui n'est pas nécessaire, mais qui va se produire. Parce que bien qu'on essaye de déguiser les choses et qu'on puisse refuser, la plupart des gens ne vont pas refuser parce que déjà ils se singulariseront par rapport à l'ensemble et le fait de se singulariser vous exclut en général d'une société.